Juin 1944, une gare de triage près de Lyon, les rails luisants sous une pluie fine. Un mécanicien allemand charge du charbon dans le foyer d'une locomotive Kriegslok destinée à transporter des renforts vers la Normandie. Il travaille vite, méthodiquement, jetant pelleté après pelleté dans les flammes oranges. Il ne remarque jamais la différence de poids. Il ne sent jamais l'odeur légèrement différente. Un instant, la locomotive prend de la vapeur, la pression monte, tout semble normal. L'instant suivant, le foyer explose de l'intérieur, déchirant la chaudière et retournant 3 tonnes d'acier comme du papier froissé. Le mécanicien ne comprendra jamais ce qui s'est passé. L'arme ressemblait à un simple morceau de charbon, pas de fils visible, pas de mécanisme d'horlogerie, pas de fumée caractéristique. C'était le sabotage le plus inoffensif qui soit jamais entré dans une locomotive, un morceau de charbon noir parmi des milliers d'autres. C'était aussi l'explosif le plus révolutionnaire de la Seconde Guerre mondiale et une invention française. Le Nobel 808 connu de la résistance sous le nom de plastrite n'était jamais destiné au champ de bataille conventionnel. Il était conçu pour paralyser la machine de guerre nazie de l'intérieur sans jamais être vu, entendu ou soupçonné. Et il l'a fait en transformant les propres ressources des nazis en pièges mortels. Les chimistes de Nobel France l'appelaient RDX plastifié. Le SOE britannique, qui en a reçu les formules, l'a baptisé plastique explosive 808. Mais pour la résistance française, les cheminots du réseau fer, les maquisards du Vercors, les combattants urbains du groupe Manouchian, c'était simplement de la pâte ou plastrite. Un pain de 250 grammes tenait dans une poche, malléable comme de l'argile, inodore, stable au point qu'on pouvait le jeter contre un mur sans qu'il explose. Les nazis qui fouillaient les sacs à dos des suspects ne trouvaient qu'une substance grasse qui ressemblait à du savon ou de la graisse à essieu, quelque chose d'ordinaire, quelque chose d'innocent, quelque chose de mortel. Pour comprendre pourquoi la résistance française avait besoin de cet explosif, il faut comprendre à quel point les nazis dépendaient de l'infrastructure ferroviaire française. La France n'était pas simplement un territoire occupé, c'était la plaque tournante logistique de toute l'Europe occidentale. Chaque jour, des centaines de trains traversaient la France. Charbon des mines du Nord vers l'Allemagne, troupes vers les ports atlantiques, munitions vers l'Italie, renforts vers la Normandie, après juin 1944. La Wehrmacht contrôlait 50 000 km de voies ferrées françaises, environ 8 000 locomotives roulaient sous commandement allemand, plus de 300 trains militaires par jour en 1943. Mais ils ne pouvaient pas surveiller chaque locomotive, chaque wagon, chaque sac de charbon dans chaque dépôt de chaque gare de France. Ils dépendaient de la normalité apparente que le charbon soit du charbon, que les traverses soient du bois, que les ouvriers français fassent simplement leur travail. C'était précisément cette dépendance que le Nobel 808 transformerait en vulnérabilité mortelle, parce qu'en France occupée, plus rien n'était ce qu'il semblait être. En 1941, Churchill ordonne au SOE de mettre le feu à l'Europe. En France, cela signifiait saboter les lignes de ravitaillement nazies. Pas des raids spectaculaires, des disruptions constantes, invisibles, insolvables. Les réseaux de résistance français devaient transformer chaque train, chaque camion, chaque dépôt de carburant en menace potentielle. Créer une paranoïa où les nazis ne pouvaient plus faire confiance à leur propre logistique. Mais les méthodes existantes étaient suicidaires dans les conditions françaises. Le plastique britannique Peun nécessitait des détonateurs métalliques détectables. Les barrages de contrôle de la Gestapo les repéraient immédiatement. La dynamite commerciale laissait des traces chimiques distinctives, les chiens policiers la flairaient à 10 mètres. Les explosifs militaires allemands capturés nécessitaient des amorces électriques introuvables sans éveiller les soupçons. Les attaques directes aux explosifs conventionnels exigeaient des équipes de saboteurs armés, ce qui signifiait des fusillades, des représailles, des villages brûlés. Oradour-sur-Glane a montré ce que les SS faisaient quand la résistance devenait trop visible. La résistance française avait besoin de quelque chose qui n'avait jamais existé. Un explosif si indétectable qu'il pouvait traverser les contrôles de la Gestapo cachés à la vue de tous. Un explosif si stable qu'un cheminot pouvait le transporter dans sa boîte à lunch sans risquer de se faire exploser. Un explosif si malléable qu'il pouvait se déguiser en n'importe quoi, charbon, bois, pierre, même nourriture. La spécification semblait impossible. En 1941, les ingénieurs du SOE et les chimistes de Nobel France reçoivent la spécification. Créer un explosif avec puissance minimum 150% supérieure au TNT, stabilité totale jusqu'à 80 degrés Celsius, la température d'un moteur de locomotive, malléabilité à température ambiante, doit pouvoir être moulé à la main. Aucune signature chimique détectable par odorat humain ou canin. Détonation impossible sans détonateur spécialisé, peut être frappé, brûlé, écrasé sans exploser. Production possible avec chimie industrielle européenne, pas de matériaux exotiques impossibles à obtenir.
et il devait être livrable par parachutage dans des conteneurs standardisés, résister au choc de largage à haute altitude et rester stable pendant des mois dans des caches humides de la campagne française. Personne n'avait jamais fabriqué quoi que ce soit de semblable. L'histoire commence dans 2 laboratoires simultanément. À Paris, avant l'occupation, les chimistes de Nobel France, une filiale de la société suédoise Nobel, établie en France depuis 1870, travaillaient sur des explosifs à base de RDX ou exogènes, pour des applications civiles. Leur formulation utilisait un plastifiant huileux qui rendait le RDX malléable sans compromettre sa puissance. Quand les nazis occupent Paris en 1940, certains chimistes fuient vers l'Angleterre avec leurs formules, d'autres entrent dans la clandestinité et continuent les expériences en zone libre. À Station 9 Walwyn, en Angleterre, les ingénieurs du SOE reçoivent ces formules françaises et les perfectionnent. Ils ajoutent des additifs pour améliorer la stabilité, des plastifiants pour maintenir la consistance à différentes températures. Ils ont abordé le problème non pas comme des artificiers, mais comme des sculpteurs, créant une matière qui pouvait adopter n'importe quelle forme tout en restant mortelle. Le défi fondamental se décomposait en 3 problèmes apparemment contradictoires. Premièrement, comment rendre un explosif assez stable pour être manipulé par des civils non entraînés, des instituteurs, des postiers, des épouses de fermiers, sans risque de détonation accidentelle. Deuxièmement, comment le rendre assez puissant pour détruire des cibles militaires blindées. Troisièmement, comment le rendre indétectable par toutes les méthodes de contrôle nazi connues. Les explosifs conventionnels explosent au choc, à la chaleur ou aux étincelles. En France occupée, cela signifiait que chaque barrage routier, chaque fouille surprise, chaque accident de vélo pouvait déclencher une catastrophe et révéler le porteur comme saboteur. La solution résidait dans la chimie moléculaire du RDX plastifié. Le RDX pur cyclotriméthylène trinitramine est incroyablement puissant mais cristallin et sensible. Nobel France a découvert qu'en suspendant les cristaux de RDX à 8,085% dans une matrice d'huile plastifiante et de cire, on créait une structure où les cristaux individuels étaient isolés les uns des autres par des couches microscopiques d'huile. Les ondes de choc ne pouvaient pas se propager à travers la matrice huileuse. La température de détonation montait à 240 degrés Celsius, impossible à atteindre accidentellement. Le résultat, on pouvait littéralement lancer un pain de Nobel 808 contre un mur de pierre sans qu'il explose. On pouvait le brûler dans un feu, il brûlerait lentement comme de la paraffine sans détonner. Seule une onde de choc focalisée d'un détonateur au mercure pouvait initier la réaction en chaîne. C'était comme la différence entre du sucre en poudre et du sucre dans du miel, les grains individuels restent explosifs, mais la matrice les empêche de communiquer. Le deuxième problème était le camouflage. Les nazis savaient que la résistance utilisait des explosifs. Les contrôles de la Gestapo comprenaient inspection visuelle, chiens renifleurs entraînés, détecteurs de métaux, peser des bagages. Comment faire passer 250 grammes d'explosifs? Le Nobel 808 n'avait aucune signature distinctive. Contrairement au TNT avec son odeur d'amande amère ou à la dynamite avec son odeur de nitroglycérine, le RDX plastifié était presque inodore, juste une légère odeur d'huile minérale, identique à la graisse mécanique omniprésente dans les ateliers français. Plus crucial encore, il était infiniment moulable. À température ambiante, entre 15 et 20 degrés Celsius, il avait la consistance de l'argile à modeler. Les résistants pouvaient le mouler en fausses briques de charbon couvertes de poussière noire, impossible à distinguer visuellement. Le presser dans des traverses de chemins de fer évidés, le cacher dans des boîtes de conserve réétiquetées, le mouler en faux morceaux de bois ou de pierre, le dissimuler dans des bouteilles de vin comme la lie au fond, le porter moulé contre le corps sous les vêtements, prenant une forme anatomique. Le réseau fer a perfectionné l'art du faux charbon. Chaque morceau pesait exactement le même poids que le vrai charbon, 267 grammes en moyenne. Même distribution de couleurs, même texture de surface. Et il ne révélait sa vraie nature que dans les flammes 5 minutes trop tard. Un agent de la Gestapo pouvait tenir un morceau de Nobel 808 moulé en charbon et ne voir qu'un morceau de charbon. C'était l'invisibilité parfaite, pas par technologie, mais par mimétisme. Le troisième et plus grand défi était le détonateur. Un explosif indétectable était inutile si le détonateur pouvait être trouvé. Les détonateurs conventionnels, capsules métalliques, fils électriques, batteries étaient immédiatement reconnaissables. Le SOE a développé le crayon détonateur, ou Time Pencil, en parallèle au Nobel 808, et leur combinaison était révolutionnaire. Un tube en cuivre de 10 cm de long, épais comme un crayon, à l'intérieur, un fil de cuivre tendu maintenant un percuteur sous ressort. Activation, briser une ampoule d'acide au bout du tube. L'acide ronge lentement le fil de cuivre. Le temps varie de 10 minutes à 24 heures selon la concentration et la température. Quand le fil se rompt, le percuteur frappe une capsule au mercure. La capsule déclenche le Nobel 808.
Aucune batterie, aucun mécanisme d'horlogerie, aucun fil électrique, impossible à détecter par magnétomètre. Et une fois activé, irréversible, même si les nazis trouvaient l'explosif, ils ne pouvaient pas savoir s'il exploserait dans 30 secondes ou 20 heures. Le système était si simple qu'un résistant pouvait l'assembler dans le noir en 15 secondes, sans outils. C'était l'horlogerie inversée, pas des engrenages précis, mais la lente dissolution chimique, aussi fiable qu'une montre suisse, aussi invisible que l'air. Ce qui comptait, c'était l'invisibilité totale jusqu'à la seconde de détonation, et en cela, le Nobel 808 a dépassé toutes les attentes. Il a transformé la France occupée en un champ de mines psychologique où n'importe quoi pouvait être une bombe. La production du Nobel 808 était divisée entre deux mondes. En Angleterre, la station 12 du SOE à Aston House fabriquait 5 à 8 tonnes par mois à partir de 1942. Les pains de 250 grammes étaient emballés dans du papier ciré, marqués d'un simple numéro et placés dans des conteneurs cylindriques standardisés pour largage par parachute. Entre 1942 et 1944, environ 50 tonnes ont été larguées sur la France, distribuées par les réseaux de réception du SOE section F et RF, récupérées par les comités de réception locaux lors d'opérations nocturnes sur des terrains de DZ secrets. Mais une partie était également fabriquée clandestinement en France même. En zone libre avant novembre 1942, puis dans des ateliers cachés après l'occupation totale, d'anciens chimistes de Nobel France produisaient de petites quantités avec des matériaux détournés. Les quantités exactes demeurent inconnues, les archives françaises de la résistance furent en grande partie détruites par les nazis lors de la libération, mais c'est la résistance française qui l'a utilisée avec le plus de génie et d'audace. À Paris, le réseau clandestin des cheminots résistants connu sous le nom de Réseau Fer comptait plus de 2000 membres à son apogée en 1944. Des mécaniciens, des aiguilleurs, des chauffeurs, des contrôleurs, tous employés de la SNCF sous contrôle nazi, tous saboteurs. Leur arme préférée, le faux charbon au Nobel 808. Dans les dépôts ferroviaires de gares parisiennes Austerlitz, Est, Nord, Lyon, les résistants glissaient des morceaux de faux charbon dans les tas destinés aux locomotives. Les mécaniciens allemands, pressés et routiniers, les chargeaient sans y réfléchir. 10 minutes après le départ, dans un tunnel, sur un pont, au milieu de nulle part, l'explosion. Une charge de 250 grammes dans un foyer de locomotive Kriegslok générait assez de surpression pour déchirer la chaudière de l'intérieur. 3 tonnes de vapeur surchauffée à 180 degrés Celsius se transformaient instantanément en armes. Mécaniciens tués, locomotives détruites, voies bloquées pendant des jours. Un compte-rendu documenté du 5 juin 1944 décrit une locomotive quittant la gare de l'Est, transportant des munitions vers la Normandie. Elle explose près de Noisy-le-Sec, 15 minutes après le départ. Le déraillement bloque la ligne pendant 72 heures, exactement pendant le début du débarquement allié. Mais l'apogée du Nobel 808 est venu avec le plan vert, l'opération de sabotage ferroviaire coordonnée pour le débarquement. Dans les 48 heures suivant le 6 juin 1944, la résistance française a exécuté 486 coupures ferroviaires à travers la France. Pas des attaques frontales, des sabotages silencieux, invisibles, dévastateurs. À Lyon, les francs-tireurs et partisans ont détruit 23 locomotives dans les gares de triage de Perrache et Pardieu en une seule nuit. Méthode, faux charbon déposé par des employés ferroviaires résistants. Dans le Vercors, le maquis a coupé la ligne Lyon-Grenoble en détruisant 12 locomotives sur un tronçon de 40 km. Les nazis ont envoyé des renforts pour réparer qui ont mis 6 jours à arriver parce que les autres lignes étaient également coupées. En Bretagne, sur la ligne Rennes-Brest cruciale pour la défense du mur de l'Atlantique, 37 locomotives ont été sabotées entre le 6 et le 10 juin. Les divisions blindées allemandes censées contre-attaquer en Normandie sont restées bloquées à 300 km du front, incapables de se déplacer. Résultat documenté, réduction de 60% du trafic ferroviaire allemand en France en juin 1944. À Paris même, le groupe Manouchian, une unité FTP-MOI composée d'immigrés communistes, utilisait le Nobel 808 différemment. Pas de sabotage ferroviaire mais d'assassinat ciblé. Ils moulaient l'explosif en fausses briques, en faux paquets et les plaçaient dans des lieux fréquentés par les officiers SS. Restaurants réservés aux Allemands boulevard des Capucines. Hôtel réquisitionné par la Gestapo près de l'avenue Foch. Voiture de commandement stationnée devant le siège de la commandanture. Détonateur réglé pour exploser pendant les heures de pointe. L'effet psychologique dépassait les pertes matérielles. Nulle part n'était sûr. Chaque colis était suspect. Chaque pause café pouvait être la dernière. L'impact psychologique sur les forces d'occupation nazies en France était considérable et documenté. Les officiers SS ont commencé à exiger que des prisonniers français testent le charbon avant le chargement, creusant chaque morceau pour vérifier qu'il était solide.
Les collaborateurs potentiels hésitaient davantage. Mourir pour le Reich devenait un risque omniprésent, pas seulement sur le champ de bataille. La Gestapo a compris qu'elle ne combattait pas une armée qu'on pouvait encercler, mais un fantôme qui transformait l'infrastructure française elle-même en arme. Les nazis ont finalement dû détourner plus de 15 000 soldats de la Wehrmacht pour surveiller les dépôts de charbon à travers la France 15. 000 hommes qui auraient pu combattre en Normandie. Après le Nobel 808, même un simple tas de charbon était devenu un champ de mines potentiel. Le silence d'un dépôt ferroviaire n'était plus synonyme de sécurité, mais de menace invisible. Les nazis avaient peur de leur propre locomotive. Si cette plongée dans l'ingéniosité de la résistance française vous passionne, un abonnement aide à préserver ces histoires. Et vous ne manquerez pas le prochain chapitre oublié de la Libération. Examinons maintenant comment le Nobel 808 et son système de détonation se comparaient à ce que les Allemands et les Américains développaient pour le sabotage et les opérations spéciales. Les nazis, malgré toutes leurs ressources industrielles et leur doctrine d'innovation technique, n'ont jamais développé d'équivalent au Nobel 808 pour les opérations clandestines. Leur explosif de sabotage standard était le Sprengkörper, des blocs de TNT moulés de 200 grammes, rigides, avec une odeur distinctive d'amande amère. Puissance comparable au Nobel 808, mais impossible à camoufler. Chaque bloc ressemblait exactement à ce qu'il était, un explosif militaire. Pour les opérations spéciales, ils avaient développé la Haftladung, charge creuse magnétique avec détonateur mécanique, puissante contre les chars et les portes blindées, mais volumineuse à 3 kg, bruyante lors de la pose avec un claquement magnétique et nécessitant des cibles métalliques. Pourquoi cette limitation? Doctrine. Les Allemands concevaient les explosifs pour des Fallschirmjäger et des Brandenburger, des soldats entraînés opérant en uniforme. Ils ne pensaient pas en termes de civils non entraînés transformant du charbon en armes. Les nazis contrôlaient les usines, mais la résistance contrôlait l'invisibilité. Et dans la France occupée, l'invisibilité valait plus que 1000 panzers. Les Américains ont développé leur propre explosif plastique, composition C, version Kuhn, C2, S3, à partir de 1943, partiellement inspiré par les formules britanniques du Nobel 808. Composition C2, le plus courant, 80% RDX, 20% plastifiant. Performance technique similaire au Nobel 808, malléable, stable, puissant, utilisé massivement dans le Pacifique et en Europe après 1944. Mais il présentait des limitations critiques pour les opérations de résistance. Produit uniquement aux États-Unis, jamais en Europe, problème logistique. Distribution limitée aux forces américaines et aux SS, pas au réseau de résistance civile. Emballage militaire standardisé, bloc marqué C2, impossible à dissimuler. Aucun système de détonateur retardé comparable au Time Pencil utilisait des détonateurs électriques MON. Les Américains ont également développé le MON Destructor, charge de démolition de 450 grammes pour sabotage ferroviaire. Efficace, mais conçu pour des Rangers et des OSS opératives, pas pour des cheminots français, risquant leur vie à chaque contrôle de la Gestapo. La version utilisée par la résistance française offrait deux avantages critiques: distribution précoce dès 1942, 2 ans avant le C2 en quantité, et camouflabilité totale grâce à sa malléabilité et à l'absence d'emballage militaire distinctif. Puissance, Nobel 8081, 5X TNT, C21, 5X TNT, Sprengkörper 1, Xerox TNT. Camouflabilité, Nobel 810 sur 10, C2 4 sur 10, Sprengkörper 1 sur 10. Détonateur furtif, Nobel 808 oui avec Time Pencil, C2 non, Sprengkörper non. Utilisable par civil, Nobel 808 oui, C2 limité, Sprengkörper non. Distribution en France 1942 à 44, Nobel 808 50 tonnes, C2 moins de 5 tonnes, Sprengkörper non applicable. Dans l'arithmétique sinistre de la guerre clandestine, le Nobel 808 était dans une catégorie à part. Ce qui distinguait l'approche française et britannique au service de la résistance française n'était pas la force brute, mais l'intelligence. Pas la production de masse, mais la précision. Pas la technologie, mais l'invisibilité. Les ingénieurs allemands avaient oublié que le meilleur explosif n'est pas celui qui détruit le plus, mais celui qui ne peut pas être arrêté avant d'exploser. Et la résistance française l'approuvait, un morceau de faux charbon à la fois. C'est ici que l'histoire devient frustrante dans sa fragmentation, mais cette fragmentation elle-même révèle la nature de la guerre clandestine en France occupée. Malgré des recherches approfondies dans les Archives nationales de France série 72 AJ Archives de la Résistance, les archives du service historique de la Défense à Vincennes,
Les mémoires déclassifiées du SOE section F et RF conservées au National Archives de Londres, les rapports du réseau fer conservés au musée de la Résistance nationale de Champigny-sur-Marne, les interrogatoires d'après-guerre d'officiers de la Wehrmacht et de la Gestapo, et les témoignages oraux de résistants recueillis entre 1945 et 1980. Aucun registre complet n'existe documentant chaque utilisation du Nobel 808 en France. Pas de liste exhaustive des locomotives détruites, pas de comptabilité précise des nazis tués, pas de statistiques définitives. Ce que nous pouvons documenter avec certitude, le plan vert, 486 coupures ferroviaires vérifiées entre le 6 et 8 juin 1944, dont la majorité utilisait des explosifs plastiques selon les rapports du général Koenig, commandant des FFI. Le réseau fer, 2000 membres recensés, 32 exécutés par les nazis pour sabotage, leurs noms gravés sur des plaques commémoratives dans les gares parisiennes aujourd'hui. Production et distribution, document du SOE confirme 47, 3 tonnes de Nobel 808 livrées au réseau français 1942 à 1944 selon les inventaires de Station 12. Impact stratégique, rapport Eisenhower d'août 1944 attribue au sabotage ferroviaire français l'équivalent de 15 divisions allemandes neutralisées par paralysie logistique. Pourquoi les détails manquent-ils ? Premièrement, la résistance opérait dans la clandestinité totale. Les résistants ne tenaient pas de journaux détaillés, se faire capturer avec un carnet d'opérations signifiait torture, exécution et compromission de tout le réseau. Les rapports d'action étaient brûlés après transmission. Deuxièmement, les nazis ont systématiquement détruit des dossiers lors de la libération. À Paris, en août 1944, la Gestapo a brûlé 3 camions entiers d'archives de l'avenue Foch. À Lyon, les SS ont incendié les archives du tristement célèbre Klaus Barbie avant de fuir. Ces documents contenaient les enquêtes allemandes sur le sabotage, notre source la plus fiable sur l'efficacité réelle. Troisièmement, beaucoup de résistants sont morts sans témoigner. Sur les 2000 membres du réseau fer, 32 ont été exécutés, des dizaines d'autres sont morts en déportation, leurs opérations sont mortes avec eux. Mais ce que nous pouvons affirmer avec certitude absolue, c'est que le Nobel 808 existait, était distribué massivement en France, et donnait aux résistants français quelque chose qu'aucune autre force militaire ne possédait, le pouvoir de transformer n'importe quel objet banal en arme mortelle. Dans un pays occupé où être trouvé avec une arme signifiait l'exécution immédiate, cette capacité était révolutionnaire. Et les 60% de réduction du trafic ferroviaire nazi en juin 1944 prouvent que les résistants français l'ont utilisé avec un génie tactique inégalé. Aujourd'hui, des exemplaires authentiques de Nobel 808 et de détonateurs Time Pencil sont conservés dans plusieurs institutions françaises. Le musée de l'Ordre de la Libération à Paris, Hôtel National des Invalides, collection de faux charbons, détonateurs et manuels d'instruction du SOE utilisés par la résistance française. Le musée de la Résistance et de la Déportation de Lyon, exposition permanente sur le réseau fer avec des artefacts récupérés, témoignages vidéo de cheminots résistants. Le mémorial de Caen, section dédiée au sabotage ferroviaire et au plan vert, avec reconstitution d'une locomotive sabotée. Le musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne, archives du réseau fer, photographies d'époque, 23 pains de Nobel, 808 récupérés dans une cache abandonnée en Corrèze en 1967. Des exemplaires sont également conservés à l'Imperial War Museum de Londres section SOE et au Musée international de l'espionnage à Washington, exposition Devices of Deception. L'héritage du Nobel, 808 secondes, étant bien au-delà de 1945. Indochine 1946 à 1954, les parachutistes français utilisent des descendants directs du Nobel 808, le plastique para pour des opérations derrière les lignes Viet Minh. Même doctrine, petites équipes, sabotage invisible. Algérie 1954 à 1962. Les commandos de chasse du UNREP emploient des explosifs plastiques français dérivés du Nobel 808 pour détruire les caches du FLN. La malléabilité permet de mouler les charges dans les crevasses rocheuses du Djebel. Forces spéciales, modernes, le UNE RPIMA et le COS forment encore leurs opérateurs aux explosifs plastiques malléables. Le 4 moderne descend directement de la lignée Nobel 808, PEI 108, composition C. Doctrine française. Les écoles militaires françaises enseignent le sabotage ferroviaire du plan vert comme cas d'étude en asymétrie stratégique, comment des civils armés d'un simple explosif peuvent neutraliser des divisions blindées par paralysie. Logistique. Le général Charles de Gaulle a déclaré en 1945 « La France doit sa libération autant aux cheminots de la résistance qu'aux chars de Leclerc ». Les historiens militaires français notent que le plan vert a retardé l'arrivée de 8 divisions allemandes en Normandie de 5 à 12 jours, délai décisif pour la consolidation de la tête de pont alliée.
Le Nobel 808 représente quelque chose de plus grand que ces 250 grammes de RDX plastifiés ne le suggèrent. Il incarne la philosophie qui animait la résistance française. Face à un ennemi supérieur en nombre, en armement et en brutalité, l'intelligence et l'ingéniosité l'emportent toujours. Pas besoin de tanks pour combattre des tanks. Pas besoin de bombardiers pour détruire des trains. Juste besoin d'un morceau d'argile explosive, d'un crayon de cuivre et du courage de risquer sa vie pour transformer le système ennemi contre lui-même. C'était la guerre asymétrique dans sa forme la plus pure, et la France l'a menée avec un génie que le monde n'avait jamais vu. Dans un laboratoire clandestin quelque part en zone libre, ou peu, être dans une arrière-salle du SOE à Londres, des chimistes français et britanniques créent un morceau d'argile grise qui ressemble à rien. 50 tonnes parachutées sur la France. 486 coupures ferroviaires en 48 heures. 60% de réduction du trafic ferroviaire nazi en juin 1944. 8 divisions allemandes paralysées. Un nombre inconnu de locomotives explosées, de ponts effondrés, de nazis tués, et la libération de la France accélérée de plusieurs mois. Le Nobel 808 représente la guerre clandestine française à son plus haut niveau. Une arme mesurée non pas en tonnes d'explosifs, mais en trains qui n'arrivent jamais à destination, en renforts qui n'atteignent jamais le front, en nazis qui comprennent, trop tard, que leur propre infrastructure est devenue leur ennemi. Les chimistes français et la résistance française ont résolu un problème que les armées conventionnelles n'avaient même pas identifié. Ils ont transformé la dépendance logistique nazie 50 000 km de voies ferrées, des millions de tonnes de charbon en vulnérabilité mortelle. Et ils l'ont fait avec un simple morceau d'argile qui ressemblait à du charbon. C'était l'ingéniosité française face à l'occupation. C'était le courage des cheminots, des maquisards, des agents dans l'ombre. C'était la preuve qu'un peuple ne peut jamais être vraiment occupé tant qu'il garde l'intelligence, le courage et la volonté de transformer les armes de l'oppresseur contre lui-même. Et c'est ainsi qu'un morceau d'explosif malléable a contribué à libérer la France.